course, nous continuons notre voyage de par le monde. On vient de voir le côté fascinant de la triade, le côté brillant, le côté surprenant, le côté innovant. Il est de notre rôle, de notre devoir, de voir si ce n'est pas aussi une face cachée. Les ombres. Les ombres. Est-ce que ce monde est uniquement un monde de lumière, d'innovation, de dynamisme, de créativité offert à tous, ou est-ce qu'il y a un autre côté qu'il faut connaître de manière à porter un jugement raisonnable sur ce que vous avez vu et découvert? Oui, alors on a vu les 8 F. Et on peut les prendre maintenant dans l'autre face de la pièce. Et après, je reviendrai peut-être aussi à la fin pour conclure sur, et peut-être je peux même en parler dès le début, parce que c'est tout de même que ce tour du monde avancé des points chauds de la planète, qui marche bien, il pose plus que jamais 3 questions. La question de l'économie de ça, quelle est la nature de cette nouvelle économie? Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui défient l'économie classique. La question du social, la question de est-ce que ça fait société? Est-ce que les plus pauvres, comment on fait une unité entre les plus riches et les plus pauvres? Et la question, évidemment, la grande question, c'est l'écologie, le réchauffement climatique, la biodiversité. Bon. Donc, je reviendrai là-dessus à la fin, mais très rapidement, j'ai parlé, par exemple, d'être focalisé. Tout le monde dans ce monde hyper dynamique, rapide et extrêmement focalisé, mais très clairement, on oublie les externalités négatives. Oui. On oublie les pingouins qui sont mazoutés au pôle Nord, on oublie tous ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer. Donc, vous voyez, le côté focus, on oublie la culture générale, c'est-à-dire on peut avoir des gens avec un doctorat, avec un prix Nobel, même j'ai plusieurs fois rencontré des prix Nobel extraordinaires dans leur domaine, mais ils n'ont aucune idée de philosophie, d'éthique, ni rien. Donc, flexibilité, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui ne sont pas du tout flexibles? Qu'est-ce qu'on fait avec eux, qui n'ont pas envie d'être flexibles? Qu'est-ce qu'on fait face à la vitesse? On a tous besoin de lenteur, d'où des mouvements comme la slow food, etc. Donc en fait, on peut dire que chacun des F génère aussi son contraire et génère aussi des questions. Friendship, alors c'est un monde où tout le monde est amical et puis en même temps tout ça se fait sur fond de terrorisme, avec des attentats au cœur même de ces endroits. Avec de grandes solitudes dans les grandes villes modernes. Et avec des solitudes. Fun. Mais alors, vous êtes dans la Silicon Valley, dans un collège qui prépare à Stanford, et vous découvrez qu'il y a des filets dans les escaliers. Alors, mais pourquoi il y a des filets dans ces escaliers? Vous dites, c'est pour que les étudiants ne se suicident pas. Oui. Enfin, vous êtes dans les endroits les plus riches du monde, ces enfants, c'est des enfants de milliardaires, et vous découvrez qu'ils installent des filages. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, ils travaillent tellement, ils ont tellement peur de ne pas rentrer s'ils ne sont pas reçus. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a à la fois une face sombre au sein de cet écosystème, et que cet écosystème lui-même, par rapport au reste de son pays dans le cadre de la Californie, je crois que la Californie a voté pour 60% pour Mme Clinton, donc un décalage complet avec le reste du pays, et donc ce sont ces clivages qu'il faut essayer de mesurer pour avoir une vue prospective et pousser dans le bon sens, si tant est qu'on puisse Exactement, pousser. Si vous voulez. Alors là, c'est très clair, et il y a un livre qui est en train de faire le tour du monde et qui a un succès extraordinaire aux États-Unis, qui est un des rares livres français d'ailleurs à connaître ce succès aux États-Unis. Ceci dit, les Américains ont toujours bien aimé les auteurs français, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas apprécié à ce point-là un auteur. C'est Capital de Piketty. Oui. Et c'est vrai que, si vous voulez, les 3 classes classiques, c'est-à-dire les pauvres, la classe moyenne et les ultra-riches, aujourd'hui, ce que je vois dans le monde, ça ne ressemble plus du tout à ce que j'ai connu ou ce que je croyais que c'était encore, si vous voulez. On est dans quelque chose de complètement nouveau. Je pense que le grand enjeu, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est 7 milliards, on est en forte croissance, la situation s'améliore globalement, mais en même temps... C'est toujours en macro. Voilà, si vous voulez, l'espérance de vie continue à augmenter, on est tout de même face à un fantastique succès humain, mais en même temps, des questions s'accumulent à l'horizon. D'abord, la grande question dont on parle assez peu, au-delà même du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique maintenant est très
traité et on sait comment on pourrait faire. Oui. C'est l'effondrement de la biodiversité qui est extrêmement grave, dont on parle beaucoup moins, qui est beaucoup plus irréversible, qui est tellement important qu'on ne sait vraiment pas quoi faire, alors que et à un point que ça a tendance à être oublié. Après, il y a évidemment le réchauffement climatique qui risque de modifier la vie sur Terre, qui risque de mettre en question une grande partie de la vie sur Terre. Donc, si vous voulez, on a un fantastique succès d'un côté et des grandes ombres qui commencent à apparaître. Oui. L'autre aspect qui me semble très intéressant, qui m'a énormément surpris, c'est que vous pouvez être dans un endroit, que cet endroit, c'est un des endroits les plus dynamiques de la planète, avec un succès évident, avec des gens heureux, très bien habillés, apparemment épanouis, etc., même s'ils travaillent beaucoup. Toujours, il y a toujours on sent que les gens travaillent beaucoup, partout, et c'est même un des décalages avec tous les autres endroits, une des explications de ce décalage. Mais vous allez faire 200 mètres, 1 kilomètre, et vous tombez dans un quartier qui ne va pas. Vous avez beaucoup plus des phénomènes comme ça de réussite mixés pas loin à des logiques d'effondrement. Et aux États-Unis, c'est évident puisqu'on a à la fois des villes qui explosent et des villes qui implosent. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont justement dans les gagnants ont conscience de ce qui reste à côté d'eux? Ou est-ce qu'ils sont dans une espèce de bulle qui fait qu'ils ne les voient pas et qui disent de toute façon on n'a pas le choix, on va être fast, fun and flexible? Et puis après, c'est les autres... Alors ça, c'est une très très bonne question. Oui et non. Oui, parce que si vous voulez, pour dire simplement, ça a été le sujet de Davos. Davos a considéré que ce gap social, cette différence sociale, cette problématique des pauvres et des pauvres, il faudrait revenir sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les plus pauvres, qu'est-ce qui se passe pour la classe moyenne, qu'est-ce qui se passe pour les plus riches. Parce qu'au fond, on a des images d'Épinal là-dessus, et ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Oui. Mais si vous voulez, les clivages, et c'est tout le sujet du livre de Piketty, sont en train de redevenir ce que c'était au XIXe siècle, à une échelle beaucoup plus large, et ça pose vraiment une question très grave pour nous tous. Et en même temps, comme vous le dites très bien, je crois que chacun de nous, plus que jamais, on vit dans notre milieu et on peut s'isoler. Et parce que les sociétés d'autrefois, le roi voyait les pauvres. Voyez. Aujourd'hui, les ultra-riches vivent dans un monde à eux. La classe moyenne vit dans un monde à eux. Elle ne peut même plus supporter d'avoir un pauvre parce qu'elle n'a même pas le temps de le regarder. Le pauvre ne peut pas faire partie de ce monde hyper rapide, il est décalé, si vous voulez, dès que vous êtes même... Et même quand vous êtes de la classe moyenne, et je l'ai eu dans ma famille, vous avez une hémorragie cérébrale, vous avez un petit pépin de la vie, ça nous arrive à tous. Oui. Hop, tout le monde est tellement occupé, hop, vous sortez, et là, où êtes-vous? Vous voyez ce que je veux dire? La société, oui. C'est très... Je crois que ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que la pauvreté, qui a toujours existé, qui était plus ou moins marginale, maintenant passe dans l'exclusion. Est-ce que, et pour conclure cette interview, vous pourriez dire que... Et il y a une exclusion à 3 niveaux. Il y a vraiment les riches, parce que vous étiez à New York, vous voyez des pauvres, vous voyez la classe moyenne, et vous voyez les riches. Et la classe moyenne rêvait d'être riche, et les pauvres se disaient que peut-être, et d'ailleurs c'est Charlie Chaplin, c'est un peu ça, etc. Mais vous aviez, je me rappelle, New York, il y a 30 ans, vous aviez les trois. Et tout ça se vivait ensemble, et... Au fond, on donnait la pièce aux pauvres parce qu'on se disait, nous, on pourrait être un jour pauvres. Et la classe moyenne se disait le gars qui sort de sa limousine et ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Alors, les pauvres ont disparu. Je sais plus où. Alors, on peut les trouver si on les cherche. Oui, on les cherche. Il faut d'abord beaucoup les chercher. Et quand vous demandez aux Américains à New York, on dit le maire a très bien fait. Il n'y a plus de pauvres. Il y a plus de pauvres. Non, et on les a. Alors, et là, vous vous dites, mais alors, oui, ils sont où? Et il y en a quelques-unes encore, mais plus personne ne s'en occupe, plus personne ne les voit. Et après aussi, les riches ont disparu aussi. Alors, je ne sais pas où ils sont passés, mais vous ne voyez plus les gens... Ils ont les quartiers, vous l'avez dit précédemment, se mélangent moins. Oui. Et je pense que les gens très très riches, qu'on voyait avant New York, maintenant ils sont dans leur avion, ils sont dans des villas perdues au bout du monde, ils ne sont plus à New York. Vous voyez, ou alors quand ils sont à New York, ils font semblant
de s'intégrer, mais ils ne vont pas être ostensibles. Mais vous, donc, au sein de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, est-ce que vous pourriez dire, aujourd'hui, se préoccuper de l'innovation des écosystèmes innovants, c'est se préoccuper aussi des phénomènes de pauvreté, d'exclusion qui sont liés à l'innovation? Ah ben je crois que là, vous touchez un point très bien, c'est la grande question, c'est que la grande question, c'est, si vous voulez, on a énormément d'intelligence. On est dans un monde qui a plus de savants, plus d'intelligence que toute l'histoire de l'humanité, cumulée. On est dans un moment historique où le destin de l'humanité va se jouer. Oui. Mais on pourrait être extraordinairement optimiste si toute cette intelligence s'occupait des externalités négatives, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire la question de la biodiversité, la question de l'écologie, la question du social. Ouais. Or, ce système, si vous voulez, on a un peu l'impression d'être dans une centrifugeuse qui sélectionne toujours les meilleurs pour les payer très cher, pour une hyper-performance, oui. Mais cette hyper-performance au service de quoi? Oui. Donc on retombe sur la question du sens. Que vous voilà. évoquez Et souvent. est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans le mur à vitesse hypersonique, quoi? Voilà. Et en même temps, vous êtes un grand optimiste. Oui, je reste optimiste parce que je suis réductionniste méthodologique et je suis spirituel en tant qu'être humain, mais je suis aussi optimiste parce que je pense qu'il faut rester optimiste. Oui. Et d'ailleurs, il y a des éléments d'optimisme considérables. L'optimisme n'est pas antinomique avec la clairvoyance. Voilà, c'est ça. Voilà, merci Michel pour cette partie sur la face sombre de ces écosystèmes très, très brillants que vous voyez de par le monde.